On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'impact des décisions de l'administration Trump sur le M&A avec mon invité Jean-Christophe Devouge, associé au sein du cabinet Ores. Jean-Christophe Devouge, bonjour. Bonjour. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les opérations de fusion-acquisition ont été confrontées à de l'incertitude. Dans ce contexte, comment analysez-vous les premières mesures de l'administration Trump et comment elles influencent les perspectives sur le M&A? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on en parlait avant de commencer, hein, on a un tempo politique très rapide avec des mesures qui sont annoncées très rapidement. Donc le début d'année a été assez poussif sur le M&A. Là, on attendait une administration Trump pro-business et des discours plutôt optimistes sur la reprise du marché M&A. Les mois de janvier-février ont marqué un recul par rapport à 2024. On a eu moins 17% sur le volume mondial du M&A. Au mois de mars, une petite embellie avec des annonces d'importantes opérations, notamment dans le secteur de la tech, le rachat de Wiz par Google, une start-up de cybersécurité pour plus de 30 milliards de dollars, et également toujours dans le secteur de la tech, l'opération annoncée par Elon Musk de consolidation de sa branche X Twitter avec sa société dans l'intelligence artificielle. Et en Europe aussi, notamment des LBO importants qui ont été annoncés. Donc on a un mois de mars qui marquait une certaine embellie, un rattrapage du marché 2025 par rapport à 2024. Et puis là, on a la séquence des tarifs réciproques qui a été amorcée avec le fameux Liberation Day de Donald Trump. Et objectivement, depuis cette date, on retombe dans une période bien plus sinistre, entre guillemets, sur le M&A, avec un vrai coup de froid, un vrai arrêt, un gel des opérations. Qu'on l'on observe bien en marché de capitaux, avec la volatilité très importante des cours. Et donc, vous avez un marché, notamment des IPO, qui est totalement figé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, à voir si la tendance se poursuit. Ça dépendra aussi Est-ce qu'on a une accalmie sur le plan géopolitique? On a là une suspension des mesures annoncées par Donald Trump. Est-ce qu'au bout de ce délai, les choses se tassent et reviennent un peu dans l'ordre? Ou est-ce qu'on reste dans cette séquence où toutes les semaines, quelque chose peut changer avec une extrême volatilité, encore une fois, des cours? Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, peut-être, n'auront pas le luxe de pouvoir attendre que les choses se résolvent avec un certain nombre de fonds qui ont des contraintes de remontée de certaines ressources de flux envers leurs investisseurs et qui devront peut-être pouvoir quand même se lancer dans le marché du M&A en dépit d'une situation qui, d'ici quelques semaines, n'apparaîtrait pas comme totalement résolue. Donc voilà, en tout cas pour un état des lieux du marché, pour ce début d'année déjà bien emmanché. Pour bien comprendre, quelles sont les conséquences pratiques? Alors les conséquences pratiques sur les deals, hein, et notamment sur les discussions en cours, je pense qu'il y a trois aspects qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est le prix. Pour les opérations qui ne sont pas encore finalisées ou même qui étaient sur le point de l'être, c'est vrai que la nouvelle situation macroéconomique peut amener certains acteurs à vouloir renégocier des conditions d'acquisition. On imagine bien les acheteurs, notamment, on est en bout de course d'un process et se dire là, vu la séquence qui se passe avec des cours qui potentiellement font moins 10%, la valorisation de la cible, on peut avoir quelques pudeurs, entre guillemets, Bien à sûr. entériner une valeur et à vouloir essayer de la renégocier. Donc ça, c'est le premier sujet d'actualité pour les parties. En lien avec cette question du prix, on voit aussi réapparaître des questions un peu nouvelles, ou en tout cas qu'on avait un peu tendance à sous-estimer, notamment toutes les questions de taux de change. Il y a un petit glissement d'un certain nombre de devises, notamment par rapport à l'euro, et on voit pour des deals cross-border un certain nombre de parties, notamment acquéreurs côté vendeurs, qui commencent à se poser des questions sur la couverture du taux de change pour éviter que si le glissement continue, on se retrouve avec des opérations qui soient en risque, parce que si le financement avait été obtenu, on n'avait pas assez maîtrisé le paramètre d'un glissement des taux de change. Donc ça, c'est sur les conditions financières des opérations. L'autre point qui est intéressant, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle la deal certainty, le fait qu'une opération annoncée ou signée va se réaliser. Et c'est vrai que là, ça rappelle un peu la situation du Covid, l'actualité que l'on a avec Donald Trump, où les parties impliquées peuvent avoir bien plus d'inquiétude sur la perspective de réalisation d'une opération et donc peuvent faire bien plus attention à la négociation des termes contractuels pour être sûr que l'opération aille au bout dans un contexte, encore une fois, où on vit un peu chaque semaine des nouvelles extraordinaires. Et en pratique, ça attire l'attention sur deux types de clauses particulièrement. Les premières, c'est les MAC clauses. C'est les clauses qui permettent à un acheteur de sortir d'une opération
en cas d'événements défavorables significatifs. Pour rentrer un peu dans la technique, traditionnellement, ces MAC clauses excluent le risque réglementaire. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une nouvelle réglementation qui impacte une cible, le risque est pris en principe par l'acheteur, il ne peut pas sortir de l'opération. D'accord. Là, avec on va appeler ça la volatilité réglementaire que l'on observe aux États-Unis, on sent en termes de pratique de marché une volonté des acheteurs de dire ce risque réglementaire, on n'accepte plus de le prendre comme auparavant et on souhaite pouvoir sortir des opérations si une nouvelle réglementation comme les tarifs réciproques remet totalement en cause l'équilibre d'une opération. Donc ça change un peu la donne. Oui, exactement. Contractuellement, ça change un peu la donne. Et au-delà de ça, l'autre aspect qui est aussi important, c'est toutes les clauses de gestion de la période entre le signing, la signature d'une opération et sa réalisation, où là, vous devez trouver un équilibre entre la possibilité pour le vendeur de réagir à des événements comme on les a constatés ces dernières semaines en termes de tarifs réciproques, etc., et donner en même temps à l'acheteur une certaine sécurité sur le fait que la consistance de la cible ne va pas bouger. Et donc, encore une fois, et je refais le parallèle avec le Covid, on retombe un peu sur cette situation où ce type de clause, dans une période où tout va bien, elles peuvent être négociées assez rapidement, elles sont assez boilerplate, assez classiques. Et là, les parties, quand elles les discutent, en voyant ce qui se passe dans l'actualité, font bien plus attention et essayent d'anticiper le plus grand nombre de paramètres pour, encore une fois, essayer d'assurer le plus possible la réalisation de l'opération. Dernier point enfin en termes pratiques sur les opérations en cours, c'est tout ce qui concerne les processus réglementaires. On était déjà dans un environnement où on sent un protectionnisme un peu plus aigu. Pour des opérations cross-border importantes, vous avez des durées très longues d'obtention des autorisations. Donc là, on sent que ça ne va pas s'améliorer de ce point de vue, qu'on va continuer dans cette tendance avec une multiplication de réglementations, investissements étrangers, etc., en Europe, aux États-Unis, d'autres zones dans le monde, donc qui rendent des deals cross-border plus compliqués. Et aussi l'apparition de problématiques un peu nouvelles, avec une administration américaine qui, là, est très sensible sur des questions de free speech, liberté d'expression, d'inclusion, diversité. Voilà, exactement. Et ça, c'est un peu des questions nouvelles, notamment pour des questions européennes. On n'a pas forcément l'habitude d'anticiper ces éléments pour anticiper comment sera perçue une opération par des acteurs et des autorités réglementaires. Donc encore une fois, c'est un point qui a un impact très concret sur les opérations. Et également, pour l'anecdote, un point que j'entendais à une conférence américaine, vous avez tous entendu la politique Dodge avec Elon Musk et sa tronçonneuse. Au-delà de l'anecdote, c'est un vrai impact aussi pour les autorités de régulation américaines qui sont chargées de surveiller les opérations, parce que pour eux, concrètement, ça veut dire moins de locaux, moins de staff, moins de personnel. Et donc, on voit aussi en pratique des autorités pour lesquelles statuer rapidement sur une opération, c'est de plus en plus compliqué parce qu'elles ont moins de personnes capables de les gérer. Et donc ça aussi, c'est un aspect pour les opérateurs à anticiper parce que ça rajoute une contrainte supplémentaire de calendrier. Donc les deals sont plus compliqués, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités dans ce contexte? Je fais le parallèle par exemple avec le Covid, où on a vu plein de solutions de dématérialisation qui ont profité de la crise du Covid pour sortir et créer du business, de l'activité. Non, exactement. Je pense que c'est un très bon parallèle qui nous montre qu'une fois que les acteurs intègrent, on va dire, un changement de paradigme ou une dimension macroéconomique nouvelle, on peut développer des opérations nouvelles ou s'adapter. Là, on est encore dans une vague, dans un momentum, j'ai envie de dire, où tout le monde un peu attend de voir où les choses vont se situer. Donc, les choses ne sont pas encore très stables. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on va y arriver, il ne faut pas en conclure que c'est la fin du M&A, etc. Pas du tout, les acteurs vont s'adapter. Et sur cette politique America First, en contrepoint, on peut observer qu'elle peut aussi amener un certain nombre d'acteurs, notamment européens, à privilégier un peu à nouveau le vieux continent. Et c'est intéressant d'observer qu'on a également en parallèle de ce momentum, une vraie politique d'intégration européenne qui est bien plus marquée, avec une volonté, par exemple, en termes d'union de marché de capitaux, etc. Et donc, notamment pour les acteurs industriels européens, c'est peut-être une fenêtre pour faire revenir au premier plan des opérations européennes qui susciteraient peut-être moins de problèmes que des opérations, notamment transatlantiques. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Christophe Devouge. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Ores. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler outils numériques et respect des obligations de l'avocat.